Laurent Gbagbo libéré sous condition, des conditions imposées pour protéger l'intégrité du processus judiciaire. Et puis une entreprise de fabrication de produits chimiques de la zone industrielle de la commune de Koumassi détruite par les flammes. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. La Cour pénale internationale libère sous condition Laurent Gbagbo et Blé Goudé, acquittés il y a plus de 2 semaines de crimes contre l'humanité commis en 2010 et 2011 lors de violences post-électorales en Côte d'Ivoire. La Chambre d'appel a décidé à l'unanimité l'ajout d'un ensemble de conditions qui assortissent la mise en liberté de Laurent Gbagbo, dont l'obligation de résider dans un État membre de la CPI en attendant un éventuel procès en appel. C'est ce qu'a déclaré en tout cas le juge président de la CPI. La CPI avait suspendu le 16 janvier au soir la remise en liberté de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Blé Goudé après un nouvel appel déposé par la procureure Fatou Bensouda. Un incendie a ravagé une entreprise de fabrication de produits chimiques de la zone industrielle de la commune de Koumassi. Les sapeurs-pompiers militaires ont pu circonscrire le feu. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Le reportage de Doigt Delazer. L'incendie se déclare aux environs de 14 h ce vendredi 1er février. Une fumée noire se dégage d'une société de fabrication de produits chimiques dans la zone industrielle de Koumassi. On était assis, on a entendu des coups, ça résonnait pour mais on ne sait pas où ça quittait. Donc tout d'un coup, j'ai eu la flamme, le fumée, ça sortait. Les gens étaient paniqués, les travailleurs sortaient, ça courait. C'est la fumée même qui faisait peur aux gens. Moi, chez moi même, bon, peut-être que je ne savais même pas qu'il y avait quelqu'un même qui pouvait s'en sortir dedans. À notre passage, les pompiers déjà à l'œuvre font le nécessaire pour éteindre le feu. La situation est sous contrôle. Nous avons trouvé sur place des robinets d'incendie armés qu'ils ont déployés. Voilà. Et ces moyens de section ont permis de circonscrire le feu en attendant que nous ne soyons sur les lieux. Les responsables de l'entreprise, de leur côté, nous refusent l'accès aux locaux. Je viens de parler avec les pompiers, ils ont demandé de faire sortir tout le monde. Comme tous les agents, tous les gens externes à l'usine, il y a plein de gens dans l'usine, on ne sait pas, ils sont de où, ils sortent d'où. On a demandé à faire tout le monde sortir, s'il vous plaît. Oui, mais nous, on est venu faire notre travail. S'il vous plaît, pardon, on est en train de, c'est un peu chaud, on est en train de gérer, s'il vous plaît. Dehors, les riverains sont inquiets. Selon eux, les incendies sont récurrents dans cette zone. Pourquoi on vous interdit de rentrer pour fumer? C'est ça qui est le problème. Il y a quoi? Qu'est-ce que les gars sont en train de cacher? C'est-à-dire on doit protéger la population. C'est un produit chimique. Il y a des choses ici, là, nous, on ne connaît pas. Si ça déclenche, avant que Pombé vienne, ça peut prendre tout ici. Il y a combien de jeunes Ivoiriens qui travaillent ici? Les causes de cet incendie restent pour l'heure inconnues. Une enquête sera ouverte en vue de situer les responsabilités. Un reportage de Serge Koléa et Doigt Delazer. Et puis l'attiqué au thon frit ou garba est méprisé par de nombreux Ivoiriens. Si par le passé ce mets était préparé et vendu par des Nigérians aujourd'hui, il n'est pas rare de voir de jeunes Ivoiriens s'intéresser à ce commerce. À Boaké, dans le centre du pays, nombreux sont les jeunes Ivoiriens qui vendent l'attiqué au poisson thon frit appelé garba, une source de revenus pour ces jeunes que Ange Akwaku et Soro Corona ont rencontrés. Kofi Emmaüs, étudiant en sociologie à l'université Alassane Ouattara, s'active à satisfaire ses clients. Des clients venus manger de l'attiqué au poisson thon frit, plus connu sous l'appellation de garba. Cet étudiant exerce cette activité pour financer ses études. En Côte d'Ivoire, avoir un emploi, c'est pas mince affaire. J'ai personnellement choisi de faire la gastronomie, le garba, parce que de façon organisée, quand tu le fais, en tout cas, tu t'en sors pas mal. Il y a des moments du mois où ça ne va pas, parce que tu peux prendre certaines quantités de poissons et puis à un certain moment, ça régresse. Voilà. Donc comme c'est un produit qui est périssable aussi, par moment, ça reste, ça se gâte. Bon, on tient le coup. Au quartier commerce, toujours dans la commune de Boaké, Oka Djekona est quant à lui dans ce secteur d'activité depuis 20 ans. Pour ces cinquantenaires, la vente du garba doit être prise au sérieux. Elle contribue à la réduction du taux de chômage en Côte d'Ivoire. Nous qui n'avons pas de diplôme, qu'on arrête de fatiguer les grands sœurs, les grands frères et autres. En vendant le garba, on peut avoir 1000 francs, on peut avoir 2000. En ce sens, le pays pourra émerger parce que chacun de nous aura une place dans la société. C'est ce que je recherche.
Autrefois, réservée exclusivement aux Aoussa, la vente de la ticket au poisson thon n'a plus de secret pour les jeunes Ivoiriens. Chaque client y trouve son compte. C'est un repas qui nous plaît beaucoup. C'est un aliment qui est beaucoup consistant. Chez les autres femmes, il n'y a pas le poisson thon. Donc du coup, c'est particulièrement le poisson thon qui fait qu'on aime le garba. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la ticket est le deuxième aliment le plus consommé après le riz. L'organisation et la professionnalisation de la filière fera de la ticket un secteur pourvoyeur d'emplois. En prélude à la journée mondiale de lutte contre le cancer célébrée tous les 4 février de chaque année, l'ONG Hope Life a organisé à l'INJS un colloque sous le thème cancer et nutrition. L'idée, sensibiliser les futurs enseignants qui à leur tour porteront le message auprès des élèves dans les lycées et collèges de leur prise de fonction. Clément Boko. Il existe plus de 100 différents types de cancers selon l'Organisation mondiale de la santé. Cette maladie est la première cause de décès avant l'âge de 65 ans dans le monde. En Côte d'Ivoire, le cancer a fait plus de 5000 morts de 2013 à 2015 selon le ministère de la Santé. Au départ, c'était les maladies infectieuses qui tuaient. Aujourd'hui, c'est les maladies non transmissibles et qui sont entretenues par le tabagisme et l'alcoolisme. Depuis 2013, l'ONG Hope Life, engagée dans la lutte contre le cancer, multiplie ses actions. Un colloque a été organisé à l'attention des étudiants de l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, sur le thème cancer et nutrition. Nous ne faisons pas très attention à ce que nous mettons dans nos assiettes. Et nous savons tous que mal se nourrir peut engendrer des maladies. Alors le thème cancer et nutrition, c'est plus pour appeler et inciter les gens à faire attention à ce qu'ils consomment. Et nous faisons appel à des professionnels qui viennent échanger et nous donner toutes les informations pour que, comme on l'a dit justement, on ne meure pas par ignorance. Les experts présents à cette rencontre ont instruit l'Assemblée sur les causes de cette pathologie. La bonne nutrition est un des facteurs de prévention des cancers. Et nous ne cesserons jamais d'insister que nous devons faire attention à ce que nous mangeons. C'est en cela que la direction de coordination des programmes nationaux de nutrition met à la disposition des populations des directives qu'il faut, vous voyez, et comment adopter de bonnes pratiques nutritionnelles et comment associer cela à une pratique régulière du sport qui doit faire partie intégrante de notre vie. Un message bien perçu par les étudiants. Je retiens qu'il faut beaucoup faire attention à son alimentation et aussi à son mode de vie, surtout la cigarette. On peut ne pas être fumeur actif, mais un fumeur passif. Et il convient de retenir aussi qu'il est vraiment important, comme on le dit aujourd'hui, de pratiquer une activité physique intense qui va permettre de réduire le taux de cancer et aussi amener la population à avoir une conduite vraiment adéquate dans leur alimentation de tous les jours. Pour les organisateurs de ce colloque, les étudiants de l'INJS sont les éducateurs de demain qui pourront sensibiliser leurs élèves sur le phénomène du tabagisme. Le tabac, il faut le rappeler, est un facteur de risque de toutes les maladies non transmissibles, dont le cancer. Les jeunes filles du lycée moderne de Yopougon vont apprendre tous les secrets pour entreprendre et faciliter leur autonomisation et aussi améliorer leur caractère. Elles vont acquérir ces connaissances avec le club de l'éducation du caractère et du genre. Nous Sangaré Paragassorokoni. Un nouveau club éducatif au lycée jeunes filles de Yopougon. Il s'agit du club de l'éducation du caractère et du genre. Club dont le but est de contribuer à l'autonomisation de la jeune fille au développement personnel. Et c'est Wandou Ouattara, élève en classe de 6e, qui dirigera les rênes de ce club. Je dois changer d'abord mon caractère et puis laisser mes amis me suivre. Et puis on doit aussi savoir distinguer du bien du mal grâce à notre caractère. Et puis il y a aussi l'éducation du genre qui nous permettra de rester la tête haute parce qu'il y a beaucoup de filles qui pensent qu'elles ne sont pas pareilles que les garçons. C'est une manière de démontrer l'égalité. Les différentes activités qui seront menées au cours de l'année concernent essentiellement à donner d'abord la culture de leadership aux élèves. Ensuite, nous voulons forger leur personnalité, leur permettre de connaître à partir de tout ce qu'elles vont faire au sein de ce club-là,
d'avoir le développement personnel, ce qu'on n'acquiert pas d'ailleurs sur les bancs. Parce que sur les bancs, il y a la pédagogie, mais c'est à travers les activités vie scolaire que les élèves arrivent à développer leur personnalité. Akassaï Lazare, parrain du club de l'éducation du caractère et du genre, a prodigué des sages conseils à ses filleuls avant de les inviter à s'approprier les valeurs de partage, d'amour et de fidélité. Cela afin d'aborder le futur avec plus de sérénité. Éduquer les jeunes filles, vous le savez vous-même, c'est l'adage qui le dit, c'est éduquer tout un monde. Donc pour moi, c'est une œuvre très utile. Parce que le caractère, c'est ce qui fait l'homme en fait. Et ces jeunes filles ont besoin d'être éduquées dans des valeurs qui fondent d'abord nos familles et qui fondent la société. Améliorer notre caractère pour être des citoyens de qualité, c'est le thème choisi pour cette première mandature du club. Un mot de religion à présent. Le commissariat du Hadj a multiplié ateliers et séminaires de formation en vue de donner aux acteurs impliqués dans l'organisation du pèlerinage à la Mecque les consignes et feuilles de route. Et puis sachez que la cérémonie de lancement de l'édition 2019 du Hadj prévue aujourd'hui a été reportée par Agassoro Koni. Grande mosquée de la Riviera Golfe dans la commune de Cocody. À l'intérieur, Dr Djabi Mustafa, premier vice-commissaire du Hadj en pleine explication. En face de lui, imam, guide religieux, encadreur, chef de groupe, points focaux de l'intérieur du pays et responsable des sites de consultation pré-pèlerinage. Une rencontre qui a pour but de donner aux différents acteurs impliqués dans l'organisation du Hadj les outils en vue de leur permettre d'encadrer avec responsabilité les pèlerins ivoiriens, mais aussi les aider à réussir leur Hadj en terre sainte d'Arabie Saoudite. Une initiative du commissariat du Hadj. Cette année sera marquée par une informatisation de presque l'ensemble du processus de l'organisation du Hadj. On avait l'habitude de voir l'informatisation du côté arabe, n'est-ce pas, du côté saoudien, où toutes les opérations du Hadj sont informatisées, tout est fait de façon électronique. Pour cette année, il s'agira pour nous, depuis la première étape qui est la consultation médicale, de prendre en compte le candidat au Hadj dans notre base de données, dans notre système, et de mieux le suivre dans son processus de préparation de son voyage en Terre Sainte. Et ensuite, le suivre dans son processus de formation. Pour les participants, ce séminaire qui vient à point nommé va leur permettre d'être effectivement mieux outillés pour réussir la mission à eux confiée. Cet atelier était vraiment la bienvenue pour qu'on puisse, ensemble, les acteurs, comprendre même notre activité. Parce que c'était pêle-mêle. Le fait de venir partager ces rapports, ces données ensemble, tous les points focaux, je pense que c'était une très bonne initiative. Ça va permettre de bien relancer l'activité des points focaux en 2019. Pour le Hadj de 2019, tout a changé. Il faudrait que les pèlerins se pressent parce qu'avec le temps et ce qui est mis en place, on ne peut plus revenir en arrière et dire on va attendre et puis venir à Abidjan pour trouver des places. Selon les responsables du commissariat du Hadj, plusieurs autres ateliers de formation, des points focaux et encadreurs des pèlerins seront organisés pour une meilleure prise en charge des candidats au Hadj 2019 avant le premier départ pour l'Arabie Saoudite. Hors de chez nous en Syrie, près d'un camp de déplacés dans le nord-ouest du pays, des enfants creusent à l'aide d'une tige de fer dans un tas d'ordures. Ils sont à la recherche de plastique qu'ils vont revendre pour faire vivre leur famille. Un camp de déplacés dans le nord-ouest de la Syrie. Dans ce pays ravagé par la guerre, ils survivent en fouillant les ordures. On travaille toute la journée pour apporter des sacs, les trier et les vendre. Nous sommes 4 frères et sœurs et nous gagnons près de $2, un peu plus de 1000 francs par jour. Femmes et enfants s'activent au milieu de la décharge à la recherche de fer et de plastique. Pour le père de Sahaba, c'est un crève-cœur de devoir envoyer ses enfants à la décharge. Quand mes enfants partent travailler à la décharge, je me sens petit et dévasté. Ils n'avaient pas à faire cela avant la guerre. Mais aujourd'hui, s'ils ne travaillaient pas, nous ne pourrions pas survivre.
Le conflit syrien a tué plus de 360 000 personnes et fait plus de 6 millions de déplacés. Après 8 mois de tractation, le Liban s'est doté d'un nouveau gouvernement composé de 30 ministres, dont 4 femmes reparties à parts égales entre chrétiens et musulmans conformément au système confessionnel libanais. Il est dirigé par le Premier ministre sortant Saad Hariri. 2 des 4 femmes occupent pour la première fois des ministères clés, l'intérieur, l'énergie et l'eau, qui revient au courant patriotique libre. Le Hezbollah est représenté par 3 ministres chiites, mais c'est la première fois qu'il obtient un fort portefeuille aussi important que la santé publique. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.